Et à 7h22, comme tous les jours, du lundi au vendredi, nous retrouvons Victor Zamit et l'invité du 7h. Victor, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à tous. Changement de direction à la tête du parc amazonien de Guyane. Depuis début septembre, Romain Lacoste est le nouveau directeur du plus grand parc national français et européen. Parc qui, rappelons-le, représente environ 40% du territoire guyanais sur toute la partie sud, avec beaucoup de dossiers qui l'attendent sur la table. La lutte évidemment contre l'orpaillage illégal, la coopération régionale et puis l'amélioration non seulement de la recherche scientifique, mais aussi de la qualité de vie des habitants, puisqu'environ 20 000 personnes habitent sur le territoire du parc amazonien. Alors, quel chantier à venir? Quelle action? Sachant que cette action, et on va en parler, est définie par la charte du parc. Pour en parler, Romain Lacoste est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Zamit. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Romain Lacoste. Vous avez 42 ans avec une formation à la base de vétérinaire spécialiste des primates. Et puis ensuite, vous avez bifurqué vers la protection des espaces naturels. Votre dernier poste avant d'arriver en Guyane, c'était chef de service territorial dans la vallée de Vésubie pour le compte d'un autre parc national dans la région PACA. On va faire le point évidemment sur les gros dossiers du PAG, mais d'abord un mot sur votre arrivée, Romain Lacoste. Pourquoi vous et pourquoi la Guyane finalement? Écoutez, en effet, je viens d'arriver il y a tout juste 15 jours. Oui. Ça faisait un petit moment que je regardais ce qui se passait en Guyane et puis là, le point d'attraction est évidemment le parc amazonien, l'espace naturel, étant issu d'un autre parc naturel. Assez naturellement, voilà, j'ai voulu m'orienter vers d'autres enjeux, mais qui dans le fond sont relativement similaires dans l'approche, même si les thématiques sont différentes et l'ampleur des questionnements aussi. Je vous ai demandé pourquoi vous, Romain Lacoste, parce qu'on sait bien qu'il y a un vrai sujet aussi sur l'acceptation du parc par, j'allais dire la population, mais par les populations de Guyane. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez envie de faire justement pour ancrer, on va dire, le parc dans les mentalités ici sur le territoire? Ces questions d'ancrage territorial, elles sont fondamentales, elles sont au cœur du travail des espaces naturels protégés. Ces questions qu'on retrouve à tous les niveaux. Et donc, il y a deux phases. Il y a une première phase d'acceptation de l'établissement public, du parc amazonien par les populations. Et puis, une fois que cette phase est en partie initiée, voire presque aboutie, dans certains cas, on atteint une phase d'appropriation par les populations locales. Donc ça, c'est l'objectif ultime, que les populations s'approprient l'outil parc amazonien. Ça veut dire quoi, ça deviennent ambassadeurs. Le parc amazonien. Il y a une question de partage des valeurs, reconnaissance de ce qui est apporté, et puis volonté d'aller dans ce sens. Voilà, c'est de devenir proactif vis-à-vis du parc et des valeurs et des actions qui sont menées. Oui, et puis aussi une connaissance de l'institution. Parfois, il peut y avoir des confusions entre parc national, parc régional, alors que c'est pas du tout la même chose. Non, pas du tout. En effet, il y a un aspect réglementaire pour les parcs nationaux qui est important et qui peut être vécu comme une réelle contrainte pour certains usagers des territoires et en même temps c'est un outil fondamental au niveau national pour la protection des espaces. Donc bien évidemment il faut, et ça c'est la phase d'acceptation et d'appropriation, il faut absolument que les populations comprennent pourquoi le parc existe et puis ce qu'on fait. Alors et je le disais en introduction, c'est votre charte qui fixe les grandes orientations et les actions du parc amazonien. En novembre, il y a le conseil d'administration qui se prononcera justement sur l'évolution de cette charte. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements, Romain Lacoste, ou bien vous devriez à peu près rester sur la même dynamique, on va dire? Alors en effet, il y a deux voies possibles. Alors peut-être pour revenir sur la charte, c'est quand même un nouvel outil pour l'ensemble des parcs nationaux. Une nouvelle loi Girand de 2006 a mis en place ces chartes. Donc là, on arrive pour le parc amazonien à 12 ans depuis 2013, depuis la mise en place de la charte. Et on se retrouve dans la phase où on doit décider, où le conseil d'administration du parc doit décider entre le maintien de cette charte, avec potentiellement une démodulation visant quelques recommandations pour améliorer les choses, ou une révision de cette charte. Et c'est donc le conseil d'administration qui décidera courant en novembre des suites à donner. C'est la feuille de route du parc amazonien, cette charte, c'est vraiment ce qui va dicter en fait toutes les missions, toutes les actions qui seront menées dans les années qui viennent. Ah oui, complètement. Ça nous guide et ça nous guide sur un projet de territoire. Et donc la charte, ce n'est pas simplement la feuille de route du parc. Oui. C'est la feuille de route du parc avec ses partenaires et donc avec l'ensemble des partenaires. Donc finalement, ce projet de territoire doit être déployé
par le parc, mais par tous les partenaires associés. Mais c'est une vraie feuille de route. Ouais. Oui, avec beaucoup de réunions aussi, justement, avec tous les partenaires, avec les populations, directement sur le terrain, pour avoir des remontées d'informations et savoir si on change de cap ou si on reste à peu près dans la même lignée. Oui, tout à fait. Et puis alors, il y a notamment quelques instances consultatives au parc. Alors, il y a le conseil scientifique, mais il y a aussi et surtout le conseil le comité de vie locale, qui représente les habitants et usagers socio-professionnels du parc. Et donc, par ce comité, on a évidemment des remontées d'informations qui permettent d'orienter les actions. Alors, un mot sur l'orpaillage illégal. La lutte contre l'orpaillage illégal, c'est un des postes de dépenses les plus importants du parc. 16% à peu près de votre budget, puisque vous menez des missions de police environnementale. Pascal Vardon, votre prédécesseur qu'on avait reçu à ce micro juste avant son départ, nous disait que, la stratégie finalement, aujourd'hui, c'était surtout de regagner peu à peu du terrain sur les orpailleurs illégaux. Aujourd'hui, on parle plus d'éradiquer l'orpaillage illégal, mais vraiment de le contenir. Est-ce que c'est la bonne stratégie finalement, d'après ce que vous constatez depuis quelques jours, depuis votre arrivée sur le territoire? Oui, écoutez, alors même avant mon arrivée, le parc effectue des survols pour comptabiliser les sites d'orpaillage illégaux. Malheureusement, sur la campagne de cet été, on a observé une augmentation de quasiment 50% des sites entre février 2025 et juillet 2025. Donc c'est relativement préoccupant. Donc en effet, l'objectif d'éradication initiale ne paraît peut-être pas réaliste sur l'ensemble du territoire. Donc, nous sommes en cours de réflexion sur une adaptation de notre stratégie qui serait une stratégie territorialisée, donc en fonction des bassins de vie et des zones d'implantation des sites d'orpaillage et des bassins de vie locaux, d'adapter les approches, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes et la stratégie ne doit pas être la même. Mais c'est un sujet extrêmement préoccupant. Puisque ça impacte, comme vous le savez, alors à la fois l'environnement, mais surtout la santé et la sécurité publique. Oui, reproduire ce que vous avez fait finalement, notamment autour de Saül, en essayant de sanctuariser entre guillemets un endroit, un lieu, et peu à peu d'étendre en fait les actions autour de ce lieu-là pour qu'il n'y ait plus à terme en fait d'orpailleurs illégaux sur cette partie du territoire. Alors tout à fait. Alors je pense qu'il faut avoir le même type d'approche, pas forcément avec les mêmes moyens. À Saül, on a obtenu finalement l'éradication de l'orpaillage dans un périmètre de 20 km autour du bourg, en associant des actions d'écotourisme. Oui. Le développement de l'écotourisme, cette approche-là n'est peut-être pas totalement réplicable, par exemple sur Camopi, puisqu'il y a le fleuve au frontalier, il y a un pays en face. On n'aura peut-être pas la capacité à développer l'écotourisme de la même manière, donc il faut trouver d'autres moyens, mais pour aboutir au même résultat et tenter de se focaliser, alors notamment sur le bassin de vie à Camopi, qui est un point vraiment important, qui n'est pas le plus impacté en termes de nombre de sites, mais qui est peut-être la localisation où on peut avoir les meilleurs résultats aujourd'hui sur du court terme. Et ces autres moyens, du coup, ça pourrait passer par quoi si ça ne peut pas passer par l'écotourisme? Alors, en termes d'action répressive, ça peut-être être d'autres moyens d'action. Alors, sont évoqués par les forces armées ou les gendarmes d'autres approches. Oui. C'est relativement complexe et ça nécessite un vrai partenariat et une coordination. Et puis sur les approches, on va dire, alternatives pour détourner potentiellement les activités, peut-être un peu d'écotourisme, mais peut-être aussi développement de la petite agriculture ou de l'accompagnement d'un certain nombre de filières. Oui, s'il y a de l'activité légale en forêt, ça pourra démotiver les orpailleurs illégaux. C'est à peu près comme ça qu'on peut voir la vision. Pas forcément les orpailleurs illégaux étrangers. Oui. Donc là, il y a forcément un volet répressif, mais il faut mener de front les deux combats, accompagner les populations sur le développement de filières et en même temps avoir des actions de lutte directe contre l'orpaillage. En tout cas, c'est la grande priorité encore aujourd'hui du parc amazonien, la lutte contre l'orpaillage illégal. Complètement, oui. Puis c'est une problématique transversale. Ça se touche à tous les sujets du parc. Et en addition des actions très locales, il y a une troisième mesure, puisque globalement, on effectue du renseignement, on effectue des actions de terrain de destruction. Oui. Et puis, en plus de l'accompagnement des populations, il y a le volet de coopération diplomatique, coopération régionale, que ce soit avec le Brésil, avec le Suriname ou le Guyana. Et donc là, le parc a recruté à 2 agents à temps plein qui s'occupent de la coopération internationale. D'accord. En partie avec le Brésil de manière bilatérale et puis avec le Suriname et le Guyana sur le montage d'un projet, la phase 2 d'un projet Renfort-RESAP qui avait été initié il y a déjà quelques années et on tente de le réinitier notamment avec l'IUCN et l'OFB. Alors justement, puisqu'on parle de coopération, Romain Lacoste, il y a ce projet qui est dans les cartons depuis quelques temps maintenant, un programme de coopération avec le Parc national des montagnes du Tumucumac, donc au Brésil. Pascal Vardon nous avait dit que ce programme devrait être rendu public lors de la COP 30 à Belém. Ce sera le cas, on en est où sur ce point-là ?
On l'espère. On n'a Ouais. pas encore réellement de visibilité. Vous savez qu'en 2024, il y a eu une lettre d'intention qui avait été signée lors de la visite du président Macron au Brésil par différents ministres. Donc on poursuit sur cette lignée avec la volonté d'afficher et de créer un partenariat un peu plus serré, Ouais. avec des réelles actions et qui couvrirait l'ensemble des actions des parcs naturels, donc de la recherche des scientifiques avec des suivis écologiques, du développement de l'écotourisme, et puis évidemment la lutte contre l'orpaillage. Donc on espère que l'on va aboutir. On a de très bonnes relations avec nos homologues brésiliens sur le volet parc des Tumucumac, et puis on espère qu'à un niveau supérieur, donc au niveau de l'État français et brésilien, on puisse faire avancer ce dossier et notamment lors de la COP30. C'est une des c'est une des spécificités du parc amazonien de Guyane, cette nécessaire coopération justement avec nos voisins du Brésil et du Suriname. On répète tout le temps que le parc amazonien c'est un peu un parc national à part, déjà parce qu'il est immense et puis parce qu'il y a des milliers de personnes qui vivent sur le territoire. Vous arrivez d'un autre parc national, Romain Lacoste. Elles sont si réelles que ça, les différences finalement dans la gestion du parc ici en Guyane par rapport à ce qui se fait de l'autre côté de l'océan? Complètement. On a les missions classiques d'un parc national, et puis le code de l'environnement nous demande aussi d'accompagner les populations locales dans leur développement économique, sur des questions de qualité de vie, et puis sur un volet culturel pour l'ensemble de ces communautés, sur la reconnaissance et l'acquisition de connaissances sur les savoirs, les savoir-faire et les valeurs, et puis leur transmission. Donc ça, c'est des missions supplémentaires qui s'ajoutent aux missions plus classiques. Oui. Et évidemment que la coopération internationale s'ajoute aussi dans l'ensemble de ces activités. C'est des sujets prioritaires pour nous. Ouais, il y a beaucoup de missions, évidemment protection de la biodiversité, gestion des ressources naturelles, mais aussi, vous l'avez dit, plein de missions sociales, économiques et culturelles. Il y a un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la forêt guyanaise qui est sorti il y a quelques semaines et qui explique que c'est difficile en fait d'arriver à mesurer, à quantifier votre action parce que précisément vous avez beaucoup de missions, vous avez beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration justement à ce niveau-là, Romain Lacoste? Et surtout, ça pose la question de est-ce que le parc n'a pas trop de missions en quelque sorte par rapport aux moyens que vous avez? Bon, alors il y a toujours cette question évidemment de moyens. On n'en a jamais suffisamment, que ce soit au niveau financier ou en termes de postes humains. Donc évidemment, nous demandons sans cesse au ministère de venir compléter les moyens. Mais en dehors de cela, il y a une question d'indicateurs, d'atteinte d'objectifs. Alors même si les objectifs sont nombreux, on a identifié dans le travail sur le travail sur la mise en œuvre de la charte, que ces indicateurs pouvaient être améliorés et puis certainement mutualisés entre différents documents que le parc utilise dans sa gestion courante, que ce soit vis-à-vis du conseil d'administration ou vis-à-vis de la tutelle du ministère. Oui. Donc là, on a certainement des progrès possibles à réaliser sur la meilleure définition d'indicateurs qui guide notre politique sur du plus court terme. Justement, puisqu'on parle de vos missions, il y en a une qui je cite, a pour objectif d'accompagner le développement local et préserver les cultures amérindiennes et bushinengués. Dit comme ça peut sembler un petit peu abstrait, mais concrètement, ça veut dire que vous allez soutenir des projets pour, on en a parlé, l'écotourisme, l'agriculture, l'artisanat. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins sur tous ces projets que vous soutenez, Romain Lacoste? Alors, peut-être avant de définir ce qui fonctionne, peut-être les moyens mis en œuvre pour y arriver. Alors c'est déjà de très nombreux agents sur le terrain, dans tous les territoires jusqu'au sud de la Guyane. Donc on est une des dernières administrations à être présente autant en nombre, avec l'éducation nationale ou la gendarmerie par exemple. Et donc ces agents sont en très très grande majorité, en quasi-totalité, issus des territoires, donc connaissent très bien leur environnement et les cultures associées. Donc là, on a une capacité de travail qui est assez exceptionnelle. Donc je tiens quand même à féliciter l'ensemble des agents qui travaillent sur les territoires, parce que c'est un travail qui est difficile au quotidien, mais ils le font avec brio. Et les missions qui leur sont assignées, notamment sur le volet culturel, vont pouvoir se déployer notamment à travers des ateliers de transmission. D'accord. Alors que ça peut être de la vannerie, ça peut être des ateliers de perles, des ateliers de confection, de travail sur le bois. Et ça, c'est vraiment important, c'est fondamental, parce qu'on dénote avec l'évolution des temps que l'on connaît, et puis avec la scolarisation des enfants ou des jeunes adolescents sur le littoral, des pertes de repères et puis des pertes de connexion avec la culture. Et puis, perte de savoir-faire, ça c'est quelque chose qu'on voit partout sur le territoire. Évidemment, ils sont confrontés aux mêmes changements que l'on peut connaître partout ailleurs. Et donc il y a un vrai besoin de reconnexion avec
avec ces cultures. Et donc, on est vraiment là pour favoriser la transmission. On n'est qu'une courroie de transmission, mais pour accompagner des populations à transmettre ces savoirs. Dernière question, Romain Lacoste. On parlait de la COP30 à Belém tout à l'heure. Déjà, premièrement, est-ce que vous y allez à la COP30 pour défendre quel sujet? Et deuxièmement, j'aimerais juste qu'on aborde aussi ce plan sur lequel vous travaillez, plan d'adaptation au changement climatique pour limiter les effets, ceux qu'on voit déjà et les autres qui pourraient arriver dans les années qui viennent et qui touchent à la sécurité alimentaire, à l'accès à l'eau potable, aux problèmes de circulation aussi sur les fleuves à cause de la sécheresse. C'est quoi l'idée de ce plan, Romain Lacoste? Alors pour ce plan, dans l'idée, l'objectif, c'est d'ici 1 an et demi de produire un plan d'adaptation. Alors initialement au changement climatique, mais qui finalement sera un plan d'adaptation aux changements globaux, aux changements environnementaux, oui, puisque les populations sont confrontées à la fois au changement climatique, mais aussi aux changements sociétaux et sociaux. Et donc l'objectif est à la fois d'adapter la politique et la stratégie de l'établissement public, du parc amazonien par rapport à ces changements, mais aussi de mieux comprendre le vécu des populations locales et la façon dont ils s'adaptent d'ores et déjà à ces situations, et donc de s'appuyer sur les modalités de mise en œuvre pour s'adapter, pour essayer de les accompagner au mieux et de projeter, si on y arrive, le futur par rapport à ces changements, ce qui nous permettra notamment, dans le cadre de l'accompagnement de certaines filières, que ce soit le bois ou la petite agriculture, de choisir les meilleures voies possibles en fonction des changements attendus. Vous serez à la COP30 ? On espère pouvoir y être et puis aboutir sur le dossier de coopération. Je le rappelle, ce sera au mois de novembre. Merci beaucoup Romain Lacoste d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, nouveau directeur du parc